Alors qu'on pensait avoir définitivement tourné les pages sombres et lugubres de l'histoire du continent africain, entre-temps marquées par des coups d'État perlés, les militaires sont ressortis des casernes refusant désormais d'être des acteurs passifs de la gestion de leur pays, notamment dans la partie ouest de l'Afrique. Ainsi, nous en sommes au quatrième coup de force en moins de 3 ans, des coups de force perpétrés au Niger récemment et avant le Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et qui donne lieu à un débat surtout avec les décisions prises par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors de son dernier sommet à Abuja au Nigeria. C'est dans cette ambiance qui prévaut dans la sous-région que le Bénin a célébré une fois de plus sa fête nationale, le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance avec à la clé la politique de la chaise vide servie par l'opposition. Voilà les principaux faits qui alimentent l'actualité et qui seront décryptés par notre invité sur Zone Franche de ce dimanche, Georges Ghislain Guédégbé, c'est son nom. Il aime se présenter comme un acteur politique simplement, mais il a une autre casquette, président du RENOB, Réseau National Objectif Bénin 2026. À côté de tout ceci, on s'intéressera à ce qui se passe et se passera chez nous au Bénin les mois et années à venir. Ainsi, nous parlerons par exemple de 2026 et bien d'autres sujets qui intéressent les Béninois actuellement. Monsieur Guédégbé, bonjour. Bonjour chers journalistes, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, merci d'accepter de venir sur Zone Franche. Comme tous les dimanches, j'ai avec moi en plateau William Cliquant, fidèle à son poste. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Ghislain Guédégbé, bonjour. Bonjour chers journalistes. Eh bien, le 1er août 2023, vous l'avez suivi, tout comme tous les Béninois. Le traditionnel défilé a eu lieu, que vous inspire déjà, de façon globale, l'organisation de la fête de cette année. D'entrée de jeu, je vais quand même décerner un satisfecit à l'équipe d'organisation de cette 63e anniversaire de notre accession à l'indépendance, parce que nous aurions constaté depuis l'avènement du gouvernement 1 et du gouvernement 2 du président Patrice Talon, le Bénin ne va que d'innovation en innovation. C'est le constat que je fais. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans tout ce qui a été organisé, le défilé? C'est vrai, il est essentiellement militaire maintenant. Entre-temps, on avait aussi le défilé civil, mais de tout ce qui a été organisé, qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention? Merci, chers journalistes. D'abord, il faut préciser que dans le contexte actuel, du point de vue de ce que nous savons, la situation du terrorisme, le thème actuel de la 63e anniversaire de notre accession à l'indépendance a été force de défense et de sécurité debout, ensemble, face au terrorisme. Cela en dit long. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est un fléau qui, ces dernières années, a embrasé la plupart des régions, dans un premier temps, du Sahel, mais qui a commencé par déborder avec une grande importance dans les pays limitrophes à ces pays du Sahel. Donc le Bénin étant gouverné par un chef d'État très regardant de tout ce qui est de la sécurité du pays et très prévoyant, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le sens de l'acquisition du matériel militaire afin de pouvoir répondre efficacement à la riposte du terrorisme. Et donc, l'armada, tout ce qu'on a fait défiler, vous rassure que les dispositions sont prises pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est bien ce que je veux dire. C'est assez rassurant parce que, comme vous et moi, nous avions tous suivi le défilé. Et c'est vrai, pour ceux qui étaient présents,
Et pour ceux qui étaient face à leur poste téléviseur, nous avions vu, par exemple, des parades d'hélicoptères dans le ciel. Et je pense que c'est très important de le souligner, puisque le combat, autant ça se fait au niveau terrestre, il est aussi important d'avoir une vue aérospatiale. Donc, il est important de pouvoir voler le territoire, la zone où c'est ciblé que ces terroristes se cachent, pour pouvoir rendre encore un peu plus efficace cette lutte. Ghislain Gadegbe, il n'y a pas que cette première du défilé aérien avec les aéronefs acquis au profit de l'armée béninoise. Il y a des questions qui fâchent un tout petit peu aussi. C'est bien, par exemple, l'absence de l'ancien président Boni Yayi et de l'ancien président Nicéphore Soglo. Et déjà, le communiqué du parti de l'opposition, les démocrates, dirigé par Eric Rouleté, qui n'a pas voulu se prêter à l'exercice de cette année compte tenu des détenus politiques qui ne sont toujours pas libérés selon eux. Pour eux, ils ont tout fait déjà en matière de doléances et de démarches. Quelle lecture vous faites de cette situation? C'est vrai, nous avions tous constaté par rapport à la manifestation que le président Soglo et le président Yayi n'étaient pas présents. C'est un constat amer, puisque vous n'êtes pas resté sans savoir que c'est des anciens présidents de notre pays et qui ont eu à exercer le pouvoir au sommet de l'État. Oui. Donc, pour une fête aussi importante pour la nation, s'il n'y a pas d'autre raison, parce que je n'ai pas les informations si ils sont hors du territoire. Mais s'il arrivait qu'ils n'étaient pas hors du territoire, je pense que c'est une absence qui n'avait pas sa raison d'être. Donc les motifs qu'ils avancent ne tiennent pas la route selon vous? Ils n'ont pas à se fâcher, à s'absenter pour une fête nationale parce que des personnes ne seraient pas en liberté? Non. Moi, je pense que le Bénin est un et indivisible. Nous sommes tous des Béninois. Ceux qui sont en prison, ce qui est un peu déplorable, ils sont aussi des Béninois. Et moi, je pense que ce ne serait pas embrignant de son absence à une fête aussi de taille que nous allons arranger les choses. C'est vrai, il peut y avoir de fâchés, mais je pense qu'il faut toujours avoir le courage et la patience de toujours se mettre ensemble, parce que quand vous voulez avoir quelque chose de quelqu'un que vous n'approchez pas quelle alchimie, pas quelle magie vous voulez obtenir alors ce que vous voulez de cette personne-là. Donc moi je pense que une fois encore, puisque nous avions constaté quand même un peu une brèche qui est en train d'être quand même s'annoncer, parce que j'ai remarqué depuis un certain nombre de jours un grand nom de la politique dans la 15e circonscription électorale. Je veux bien parler de Atao, dont nous avions appris la descente et ce qui a été réalisé. Et Atao est aujourd'hui au Bénin. Et quand on questionne le passé, on peut se demander, comme on a eu à constater dans les journaux, des journaux ont même écrit que quand il sera là, que le lendemain déjà, qu'il va retourner dans sa cellule, tout ça là. Donc, il y a des non-dits. Et quand on assiste à ces faits, nous devons nous dire que la possibilité que le dialogue puisse avancer et que nos souhaits soient pris en compte par le chef de l'État, que ce n'est pas encore impossible. Moi, j'y crois. Vous y croyez, mais pas les députés de l'opposition, pas le parti de l'opposition, les démocrates, ils ne sont pas allés. Mais est-ce que l'objectif n'est pas atteint, puisqu'au finish, on en parle et le monde entier, à travers la presse, est au courant que les députés, l'opposition est en train, en quelque sorte, de mettre la pression sur le chef de l'État pour faire sortir le leader de la prison?
Je pense que de partout dans le monde entier, Oui. La force n'a jamais donné le résultat escompté. Nous sommes des humains et le chef de l'État est un humain. Et quelles que soient les raisons que le chef de l'État, lui, il détient pour ne pas déjà, puisque nous ne devons pas mélanger les choses. Il y a les décisions de justice et il y a les prérogatives du chef de l'État. C'est vrai que c'est le chef de l'État qui est le premier magistrat du pays, mais quand il y a certaines décisions qui font appel au mayanisme, au cœur du chef de l'État, et que c'est des situations qui sont déjà pendantes devant la justice, je pense qu'il est de bon ton pour tout Béninois qui aime son pays que nous ne devons pas être fatigués de jouer la politique de la patience, de la négociation et la politique du couloir. Je pense que, pour moi, je continue de croire qu'il y a une possibilité, que ce soit pour la mouvance ou pour l'opposition, de continuer à chercher des voies et moyens de dialogue afin de donner toutes les assurances. Vous leur proposez quoi? Qu'ils rasent les murs de la présidence ou du domicile du chef de l'État à la recherche d'un dialogue? Est-ce que cela ne s'impose pas dans le contexte actuel? Moi, je pense que il ne serait pas la leçon que moi je vais peut-être leur donner, ce n'est pas de raser les murs ou de faire le couloir, mais c'est de ne pas rompre le dialogue. Parce que quand vous rompez le dialogue, c'est que c'est fini. Plus rien n'est possible. Il ne faut pas rompre le dialogue, quel que soit le temps que le dialogue va prendre. C'est sûr qu'en étant patient, en restant dans la logique de dialoguer, on finira par trouver un terrain d'entente. Qu'en est-il pour aborder un autre volet de cette commémoration, qu'en est-il de l'engouement populaire, de cette liesse, de ce sentiment patriotique qui peut animer les foules béninoises le 1er août, qui, me semble-t-il, n'ont plus vraiment droit de citer? Est-ce que vous faites la même lecture que moi et quelles sont les probables causes selon vous? Non, en termes d'engouement, si on doit s'en tenir à la cérémonie, ce qui s'est passé au boulevard mardi dernier au boulevard de la Marina, je pense que c'est une fête où rien n'a manqué. La population était bien présente. La population était présente. Et dans les ménages, dans les quartiers, dans les hameaux, dans les campagnes. Tous les corps représentatifs de la nation étaient présents. Vous avez senti des Béninois fêter chez eux? Vous avez senti un peu comme à l'époque des 1er août, de célébrations tournantes, ou même des 1er août, où des Béninois s'organisaient en des groupuscules, en des fêtes, en reconnaissant la commémoration d'une fête nationale? Bon, je pense que c'est vrai. Et les festivités pour ces 63e anniversaire, la fête n'a pas été quand même avec grand pompe. Et au sein des ménages, je pense que chacun a essayé de fêter les 63 ans de notre accession à l'indépendance, vaille que vaille. Parce que vous n'êtes pas resté sans savoir que à côté de tout ce qu'on dit, il y a un peu une légère difficulté ces derniers temps dans les ménages. Vous voulez parler de la morosité économique. La morosité économique, les gens ne mangent pas bien, ils n'arrivent pas à subvenir aux trois repas. La morosité économique due aux affres des effets qui nous tombent dessus. La guerre en Ukraine, la cherté de tous les produits alimentaires, le blé et consorts. Donc, c'est des situations qui ne dépendent pas de la gestion au sommet de l'État, vu le cas de Bénin. Mais par contre, les dirigeants béninois peuvent prendre des mesures pour alléger la souffrance, la misère des populations. On peut prendre des mesures pour amoindrir les effets pervers de cette crise-là. C'est bien possible, non? Oui, c'est bien possible que le gouvernement s'attelle tous les jours que Dieu fait
pour parvenir à cet état des choses. Donc, je pense que c'est un chantier illimité et nous allons y parvenir. Vous sentez le Béninois de moins en moins patriotique? Oui, le Béninois, c'est un constat. Le constat, c'est un constat qui se fait et ça doit nous faire réfléchir, nous qui sommes les acteurs politiques. De moins en moins, le patriotisme est en train de prendre un coup. De moins en moins, le Béninois s'intéresse à ce qui est de son pays. C'est un constat qui est en train d'être fait et je pense qu'il faut parer au plus pressant. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que de jour en jour, les Béninois ont commencé par avoir le sentiment de ce que les gouvernants sont séparés de la population. Les Béninois ont commencé par avoir ces dernières années l'idée que l'hiérarchie au sommet, que tout il y a un fossé. Il est en train de se créer un fossé et qu'il faut rapidement corriger. Et c'est pourquoi tous les acteurs politiques doivent se mettre ensemble pour revoir la feuille de route pour que ce fossé qui est en train d'être remarqué, que ça ne se confirme pas. Alors, n'est-ce pas la preuve que les politiques utilisent abondamment, se servent des populations pour arriver à leurs fins, et une fois les objectifs atteints, eh bien, on lâche les populations, quitte à les retrouver au prochain rendez-vous, on aura encore besoin d'elles. Je pense que sur cet aspect de la chose, au sein des formations politiques, il y a une conscience qui est prise dans ce sens. C'est pourquoi vous allez voir, depuis les dernières élections législatives à aujourd'hui, le constat, moi je l'ai fait quand même, il y a l'organisation des classes politiques au niveau de chaque département et au niveau des 77 communes. Et j'ai constaté que c'est tous les partis politiques qui s'attellent à cela. Ou même, à un moment donné, les gens ont commencé par avoir l'impression de ce que nous sommes de façon permanente en campagne électorale. Ce qui n'était pas le cas. C'est parce que ce vide a été remarqué par la plupart des creusets politiques, des formations politiques. Donc, à chaque fois, vous allez voir rencontre de tel parti avec les femmes de tel département, rencontre des jeunes avec les femmes, les jeunes de tel département. Et ça se remarque au niveau de tous les partis politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition. On va justement en venir à cette politique politicienne dans le cours de cette émission, mais parlons toujours des faits marquants du 1er août. 8 ans après Mouamadou Bouhari, ici en 2015, au boulevard des Armées à l'Étoile Rouge, Bola Tinubu est venu au boulevard de la Marina avec la célébration, lors de la célébration de notre 63e anniversaire, avec une forte délégation, 5 gouverneurs des États frontaliers au Bénin, la plus grosse fortune d'Afrique aux côtés, avec un grand engouement aux côtés du Nigeria, une grande amitié avec Patrice Talon. Vous, observateur de la vie politique et acteur de cette vie politique, comment lisez-vous ces faits? J'en fais une très bonne lecture et j'en suis très content parce que le Nigeria est un pays que le Bénin a à côté, mais nous n'avions jamais profité des potentialités du Nigeria, même pas à 30%. Sinon pas suffisamment. Même pas à 30%. Parce que pour avoir fait un peu le Nigeria, c'est un géant chinois au niveau de la sous-région. Donc, c'est une grande chance, c'est une grande opportunité pour un Bénin d'être à côté de ce pays, de ce géant de l'Afrique. Donc, il y a N+1 frontières qui
pas du Bénin vers le Nigeria, c'est de grandes opportunités. Donc, mais ces opportunités se sont toujours fragilisées de par les relations des chefs d'État de ces différents pays, ce qui affecte sérieusement le vivre ensemble, les échanges commerciaux au niveau de ces deux pays, ce qui n'est pas profitable. Et vous n'êtes pas resté sans savoir que à l'avènement de la cession au pouvoir de Bola Tinubu il y a quelques mois, une des grandes décisions qu'il a prises est d'ouvrir grandement les frontières du Nigeria au Bénin. Ce à quoi nous n'avions pas assisté lors du précédent régime. Amadou Barry avait levé à un certain moment la fermeture des frontières de 2019. Oh oui, nous savons que jusqu'aujourd'hui l'effectivité n'est pas encore. Il y a eu une levée de sanctions, mais théorique. En réalité, pour quelqu'un qui fréquente la frontière entre le Bénin et le Nigeria, surtout quand vous avez des affaires en direction du Nigeria ou en direction du Bénin, vice-versa, vous allez comprendre que cette levée était sur papier. Ce n'était pas rendu vraiment pratique. Donc, aujourd'hui, toutes les dispositions sont en train d'être prises et toutes les possibilités sont en train d'être offertes au Bénin pour que, entre le Nigeria et le Bénin, que vous circulez un peu comme si vous quittez Calavi pour Gombe. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop vite en besogne lorsqu'on sait que le Nigeria a des intérêts qu'il protège, le Bénin à les siens? Est-ce que véritablement on s'assoit pour définir de bonnes bases avec ce président qui est plus ouvert à notre pays que les autres présidents que le Nigeria a connus? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un travail vraiment de fond qui se fait pour que nous ne nous voyons pas à la longue ou d'ici à quelques mois? Je peux vous assurer que sur cet aspect, que je n'ai aucune inquiétude. À voir la personnalité, à voir le charisme du chef de l'État que Dieu nous a donné la chance d'avoir au Bénin. Et je dis ça parce que pour avoir quand même suivi l'homme pendant bientôt 7 ans, ou 7 ans dépassés, 7 ans déjà, donc pour avoir suivi le chef de l'État béninois pendant 7 ans de pouvoir, j'ai l'assurance, moi, qu'il ne fait rien sans que ce soit bien mûri, il ne fait rien sans que ce ne soit des actes méthodiques. Et je vais ajouter, parce que si nous suivons un peu l'actualité depuis la session au pouvoir du président Bola Tinubu au Nigeria, et vous auriez dû constater que dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau du commerce en général, il y a, depuis que la bonne nouvelle est tombée, il y a des réunions entre les cadres dans chaque secteur du Bénin et du Nigeria presque tous les jours que Dieu crée. Moi, je fréquente beaucoup la frontière entre le Bénin et le Nigeria et tous les jours, vous allez voir, c'est des cortèges de véhicules de plaques nigérianes et des véhicules de plaques béninoises qui sont tout le temps en cortège, en véhicule 4 clignotants. Et ça montre effectivement que tout ce qui est en train d'être fait, que ce n'est pas du lion sur papier, que c'est des fondations vraiment solides qui sont en train d'être tissées pour que cette fois-ci, nous partions sur la bonne lancée. Et justement, si on devrait faire un bilan général, si on devrait essayer de voir les chantiers que nous avons dressés depuis notre accession à l'indépendance en 1990, acteur politique que vous êtes, vous faites un tableau reluisant, vous peignez un Bénin très avancé ou un Bénin qui a marqué les pas? Je fais le bilan d'un Bénin qui a marqué les pas jusqu'à un passé récent, mais faut être de constater que la chance que nous avions eue depuis 7 ans pour avoir
le président Patrice Talon au pouvoir, en tout cas nous jeunes, et ça nous reconforte et ça commence par redonner de l'espoir. Personne n'en a fait autant pour la perspective. Non, on ne peut pas. Non, moi je ne suis pas de ceux-là et qui pensent que rien n'a été fait dans le passé. Non. Chaque président qui a précédé Patrice Talon a essayé de faire de son mieux, a essayé de faire ce qu'il pouvait dans les conditions où cela pouvait se faire. Puisque la construction d'une nation, ce n'est pas à coup de baguette magique. Mais ce que je note, c'est quoi? C'est que depuis la cession au pouvoir de son Excellence, le président Patrice Talon, le pays est géré méthodiquement. Le pays, on sent que la gestion est fin. On sent que même si tout ne va pas encore bien, qu'il y a un grand effort qui est fait. Et je peux dire que, sans me tromper, qu'au moins on a pu tuer l'improvisation. Aujourd'hui, j'ai la fierté que les décisions qui se prennent au sommet de l'État aujourd'hui ne sont plus des décisions où on les prend le matin et déjà le soir, et on revient sur ces décisions. Alors, les décisions sont un peu mûries. À vous écouter, vous avez dit, même si tout n'est pas fait, sur le plan social, il y a beaucoup de critiques qui sont portées à l'encontre du président Patrice Talon. Il ne ferait pas assez de social dans les ménages. Les gens ne ressentent pas cette méthodologie, cette finesse dans la gestion, ne ressentent pas dans les ménages. Est-ce que ce n'est pas en fait l'essentiel? Si on ne vit pas bien, à quoi bon de voir un président stylé, un président d'une gestion aussi appréciée, ou c'est simplement l'analyse d'un régimiste, vous? Non, je ne m'inscris pas dans cette copie. Je ne suis pas dans la logique d'un régimiste. Il faut avoir le courage de reconnaître ce qui ne va pas. Et comme j'ai eu à le dire précédemment, tout ce qui ne va pas n'est pas imputable au PAG1 ou au PAG2 en cours. Il y a beaucoup de situations qui sont au plan international et qui s'imposent à nous. Et tous les jours, je pense que moi, de ma lecture d'acteur politique, je pense que tous les jours, quelque chose se fait quand même pour pouvoir parler et parer au plus pressant. Donc, je pense que c'est vrai que ce qui est en train d'être fait, et compte tenu des imprévus qui, à chaque fois, viennent ralentir l'élan et que le gouvernement a... Est-ce que vous ne convenez pas avec moi que la force d'une gouvernance, quand même, c'est la résilience vis-à-vis de ces chocs exogènes et imprévus, surtout dans les politiques publiques? Oui, c'est vrai, puisque gouverner, c'est prévoir. Et je m'inscris entièrement dans ta logique, mais force est de constater que même le social que nous fustigeons, il y a un ancien thème, le panier de la ménagère. Je pense que tous les secteurs ne peuvent pas être satisfaits au même moment. Le secteur social, le volet social, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Il y a beaucoup de milliards tous les jours qui sont en train d'être injectés dans des projets. Mais le problème ici, c'est que l'argent qui est injecté, on ne permet pas à ce que ces milliards-là reviennent indirectement dans les foyers pour être partagés comme le passé. C'est là où il y a un peu d'achoppement. La méthode actuelle n'est pas la méthode dans le passé. Parce que les investissements qui sont faits aujourd'hui, ces investissements sont suivis comme du lait sur le feu par le chef de l'État et son gouvernement. Donc, l'imprime de la rigueur dans la gestion des affaires au sommet de l'État fait que ce à quoi nous étions habitués, ce que nous appelions dans le passé social, aujourd'hui, s'est déplacé un peu. Puisque le social, en réalité, ce n'est pas ce qu'on vous partage, ce n'est pas ce qu'on vous permet d'avoir facilement. Donc, aujourd'hui, c'est
un peu le grincement. En réalité, ce n'est pas que les gens ne mangent pas du tout chez eux. C'est le grincement des dents issu du changement de manière de gérer le pays. C'est ça que la plupart des Béninois chantent par le social qui ne va pas. Sinon, en réalité, ce n'est pas que les gens ne mangent pas du tout. Non, les gens essaient de mettre quelque chose sur la langue. Maintenant, pour que les gens puissent manger, prendre 3 repas ou au moins 2 repas dans la journée, je pense que le gouvernement est en train de faire vraiment l'effort afin que les gens puissent vraiment atteindre ces objectifs sans se casser beaucoup la tête. Parce que si je dois commencer par citer ici les actions que le gouvernement, à travers le PAG1 et continue à travers le PAG2, puisque l'allègement et les différents décrets et actes qui ont été pris pour les handicapés, c'est dans le PAG2, ça fait partie du programme du PAG2. Donc, au fur et à mesure que les solutions sont possibles et mûries et bien réfléchies, bon, on les met sur tapis et on les met en application. Donc, je pense que comme le président Patrice Talon a eu à promettre, je pense qu'il tiendra parole et d'ici quelques mois, il y aura beaucoup de retombées et sans oublier les différents imprévus qui vraiment tout le temps viennent insister là-dessus. Oui, il faut insister là-dessus parce que quand on parle du Niger par exemple, avec les difficultés qu'il y a là-bas, vous comprenez le trafic de produits alimentaires entre le Niger, les échanges entre le Niger et le Bénin, eh bien, il y a beaucoup de Béninois que ces échanges-là font profiter. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis environ 72 heures que les frontières du Bénin sont fermées au Niger. Donc justement, tout ça, c'est des incidences, c'est des imprévus qui viennent chaque fois rendre difficile la volonté de pouvoir... On va justement revenir sur cette actualité chez le voisin au nord-ouest, au nord-est précisément. Eh bien, Franck, si vous le permettez, on va aborder un autre axe de discussion avec Ghislain Guédébé. Il est jeune acteur politique et nous allons parler jeunesse, du rôle de la jeunesse en politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de votre position, vous trouvez que les jeunes sont suffisamment impliqués à la chose politique et surtout participent à la prise de décision? C'est vrai que la jeunesse est le fer de lance et constitue la sauce et même instrumentalisée la plupart du temps. Mais je pense que si on doit s'en tenir par exemple aux avancées que la jeunesse a eues, qui est quand même remarquable, sans fausse modestie, si nous prenons les élections de janvier 2023, nous aurions dû constater qu'il y a une grande majorité des jeunes, pas des jeunes dans la tête, des jeunes vraiment. Quand je dis des jeunes, je parle des jeunes même de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans. La majorité, c'est dans cette tranche-là. Vous parlez des candidats positionnés ou des gens qui ont accédé au Parlement? Des candidats positionnés et admis aux élections. Ils font légion. Aujourd'hui, je pense qu'on a une grande majorité, un grand pourcentage de jeunes dans la tranche de 25 ans à 35 ans, voire 40 ans. Mais à l'Assemblée nationale, les moins âgés ont plus de la trentaine. Oui, c'est pourquoi j'ai dit dans la tranche de 25 ans, 30 à 40 ans. Et quand je ne parle pas seulement de l'Assemblée nationale, le terrain politique, l'exercice du pouvoir politique, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Nous avons les conseillers, nous avons les chefs d'arrondissement, nous avons les maires. Mais aujourd'hui, nous avons des maires qui ont moins de 40 ans. Nous avons des maires qui parfois, il y en a qui ont moins de 35 ans. Nous avons des conseillers aujourd'hui qui ont 25 ans. Donc, entre les gouvernements qui ont chanté la promotion de la jeunesse, la place à la jeunesse, tout ça là, moi je pense que le gouvernement qui a le plus placé, qui a le plus donné la possibilité à la jeunesse de se positionner, c'est le gouvernement de son Excellence
le président Patrice Talon. Puisque depuis 7 ans, ce que nous sommes en train de voir au niveau de la promotion de la jeunesse, nous ne l'avons jamais vu. Les gens l'ont fait. Je n'ai jamais dit qu'aucun chef d'État précédent ne l'a pas fait. Mais ce que ce gouvernement est en train de faire depuis 7 ans, c'est inédit. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Vous vous targuez du fait que la promotion de la jeunesse est plus une effectivité sous le régime de Patrice Talon. Est-ce qu'on peut continuer par faire véritablement confiance à la jeunesse quant aux défis à relever sur le plan politique dans notre pays? Est-ce que les anciens peuvent, en passant la main, peuvent aller dormir sur leur laurier pour dire bon, tout va se passer comme sur des chapeaux de roue? Non, je réponds que on ne tisse la nouvelle corde que sur l'ancienne. Donc, la jeunesse, aujourd'hui, au pouvoir, ne veut pas dire les anciens à la retraite, les anciens au garage. Il faut qu'ils partent un jour. Oui, il faut qu'ils partent un jour. Mais en réalité, partir dont on parle là, moi, je ne conçois pas ça de la même manière. Parce que un pays, c'est tout un ensemble. Un pays est constitué des personnes âgées, des moins âgés, des plus jeunes, des femmes, tout ça. Donc, un pays, la gestion d'un pays, ce n'est pas les personnes âgées à part, ce n'est pas les jeunes à part, mais les choses doivent se passer de telle sorte que nous devons sentir que les aînés, au fur et à mesure qu'ils sont dans l'exercice du pouvoir, sont en train de préparer la jeunesse parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il faut que nos aînés qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont déjà allés à la retraite, politique ou administrative, et parlant politiquement, ceux qui sont encore là aujourd'hui, qui sont les aînés, et qui sont en train de tirer la main de la jeunesse, doivent savoir que c'est un devoir impérieux pour eux de tout faire pour que cette jeunesse-là puisse puiser de l'expérience positive qu'ils ont. Parce que s'ils n'arrivent pas à réussir ce tremplin-là, ce serait un grand échec pour eux. Est-ce qu'ils le réussissent suffisamment selon vous? Est-ce que le transfert de compétences à la jeunesse, la petite marge de progression que nous voyons déjà commencer au niveau de la jeunesse se passe bien, ça se négocie bien ce transfert de compétences? Transfert de compétences, oui, mais il ne faut pas ôter le fait que la jeunesse est battue. Ça a été un combat. Je ne vous apprends rien. La jeunesse est battue pour pouvoir occuper ces instances décisionnelles. Certes, avec la volonté farouche du numéro 1, du chef de l'État, qui a voulu accompagner la jeunesse dans sa promotion. Et il est en train de réussir. Maintenant, la jeunesse aussi doit savoir que toute liberté acquise est une liberté conquise. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer dans la même lancée à garder la veille pour que nous puissions nous assurer que tout se passe dans les bonnes conditions. Si nous allons rester tranquilles, ou bien si les jeunes qui ont été promus à des postes de responsabilité, ils doivent savoir que s'ils sont promis, ils ont toute la classe de la jeunesse derrière qui est en train de les observer. Donc, tous les pas qu'ils sont en train de poser, ils doivent se dire, c'est quand nous aurions réussi, quand nous aurions bien fait, nous qui avions eu la chance d'être déjà placés, c'est à seule condition qu'il y aura encore une grande masse à qui les aînés vont faire confiance. Et je pense que la marionnette finira par prendre. Alors, le débat devient intéressant lorsque nous avons des exemples sous la main. Je sais que dans un parti ici au Bénin, face à l'argent, les jeunes n'ont pas pu se retenir. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'intérêts, de billets, la jeunesse n'a pas de retenue, la jeunesse s'emporte, s'envole et ne donne pas le bon exemple. C'est vrai. Dans la société, nous devons savoir que toute entité, que ce soit même les personnes âgées dont on parle, nos aînés dont on parle, que ce soit la jeunesse dont nous sommes en train de parler actuellement, dans toute corporation, dans toute entité de la société civile,
il y a des brebis galeux. C'est vrai, il y a certains jeunes qui se laissent aller. Je ne sais pas si c'est pas la conscience juvénile, mais ou par manque d'expérience. Mais il faut aussi avoir le courage d'affirmer que ce n'est pas toute la classe de la jeunesse. Il y a des jeunes dont je tais le nom qui sont à des postes de responsabilité dans le pays, qui donnent de bons exemples, qui font bien et qui sont applaudis. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et tant qu'on n'a pas encore atteint le résultat escompté, il n'y a pas de repos à se donner. Nous allons continuer au sein de la classe de la jeunesse à sensibiliser nos pairs, à continuer à travailler sur la conscience de chacun de ces jeunes, soit positionnés ou non, afin que tous nous puissions aller dans le même sens pour qu'on ne soit pas tassé de jeunes qui... une fois placés, une fois devant les billets craquants, n'arrivent pas à résister. C'est pas facile le travail, mais je pense qu'avec avec l'abnégation, avec la persévérance, nous allons y arriver. Parlons 2026, Ghislain Guédégbé, cette année fatidique qui retient toutes les attentions des élections générales, donc à tous les niveaux. On constate qu'on parle beaucoup plus de celui qui va remplacer le chef de l'État, Patrice Talon, mais on devrait s'intéresser à comment son mandat doit finir, parce qu'il vient à peine de faire 7 ans, il a encore quand même 3 bonnes années à faire. C'est vrai qu'il a encore 3 bonnes années à faire. Il y a la façon dont le politique est appréhendé aujourd'hui, est perçu aujourd'hui, qui fait que la société civile se dit, la population se dit, la politique aujourd'hui est le seul marché où on peut aller déposer aujourd'hui son étalage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens se disent, il y a 2026. C'est vrai, ça reste 3 ans. Mais, comme ce n'est que les politiciens, apparemment, puisque c'est une apparence en réalité, selon moi, comme ce n'est que les politiciens qui ont la possibilité de nous offrir quelques billets de banque, est-ce qu'il faut attendre cette fois-ci, puisque nous avions fini par comprendre que les billets de banque, ce n'est que dans leur couloir qu'on peut les obtenir, est-ce qu'il ne faut pas vite commencer déjà le job? Mais moi, je pense que nous devons avoir de la retenue et se dire que tout ce que les politiques font de nous ne dépend que de la manière dont nous-mêmes nous nous offrons à eux. Parce que cette manière de voir les choses va fausser les cartes. Comment il faut voir alors? Comment il faut capitaliser alors ces 3 années qui viennent encore et déjà les acquis qu'il y a eu avant la relève de 2026? Non, je pense que ce qui est bien pour tout acteur politique, que ce soit de la classe des aînés ou de la classe de la jeunesse, c'est œuvrer pour la pérennisation des acquis. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui nous avons des acquis. Et ces acquis, nous devons être conscients que nous devons les sauvegarder. Tout ce qui a été fait, nous devons faire le bilan de tout ce qui a été fait pendant ces 7 ans. Et retenir dans ce qui a été fait, ce qui est bien. Et voir comment faire pour que ce qui est bien soit pérennisé. Parce que moi, je m'inscris dans la logique de ceux qui pensent que nous devions continuer dans la même dynamique. Et pour la continuité de la dynamique, il faut déjà sauvegarder ce qui se fait. Et moi, je trouve que je ne prends pas à tort ceux qui pensent qu'il faut vite commencer, pour commencer par vite bénéficier de ces billets craquants qui proviennent de ces hommes politiques. Il y a également les places qu'il faut peut-être chercher à occuper. Il n'y a pas que les billets.
si vous travaillez bien, vous serez récompensé peut-être en gagnant une place aux côtés de ceux qui seront... Là, c'est à nuancer parce que aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait déjà un candidat qui soit désigné par celui qui aujourd'hui est l'occupant du fauteuil. Il faut attendre qu'il dise son dauphin. On ne peut pas préparer une relève politique, surtout qu'il est auteur d'une réforme du système partisan qui promeut des partis politiques forts et qui donc vont proposer une alternance politique. Alternance politique, il y en aura. Ça, c'est plus que sûr, puisque cet équivoque est déjà levé et à plusieurs reprises, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a déjà martelé et il a dit on ne peut plus quand même lui prêter des intentions aujourd'hui et sur l'alternance au pouvoir. Mais je pense que à 3 ans, il est quand même trop tôt parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là, moi la lecture que j'ai fait, c'est comme si on est en train même de forcer la main au chef de l'État pour qu'il puisse nous dire déjà... Non, mais cela fait partie de l'animation de la vie politique. On ne peut pas empêcher les gens d'exprimer leur envie de voir certains compatriotes briguer la magistrature suprême. On ne peut pas leur refuser de dire ce qu'ils pensent de 2026. Je leur concède leur point de vue. Pourquoi vous trouvez que c'est un peu tôt? Moi, je trouve que c'est un peu tôt parce que si on prend le PAG2, c'est 5 ans pour la gouvernance. C'est un gouvernement qui est là pour 5 ans. On vient à peine de faire 2 ans. Et vous-même, vous savez que c'est vrai, nous sommes dans la continuité. C'est le même gouvernement qui a fait 5 ans qui est en train de faire 2 ans aujourd'hui. Mais je pense que la manière dont aujourd'hui la classe politique est en train de s'organiser dans le sens de la suscitation de candidatures, de la promotion, de l'appel à candidature, tout ça. Je pense que la chance que nous avions est que, heureusement que nous avions un homme assez imperturbable au niveau supérieur de l'État, dans le fauteuil à la présidence. Sinon, si c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment sa tête sur les épaules, tel que les suscitations ont commencé, tel que les gens ont commencé avec l'engouement qu'il y a eu, parce que quand vous suscitez la candidature d'un proche et ami, puisque le chef de l'État même a eu à le confirmer il n'y a pas longtemps, que celui dont nous parlons et dont je fais taire le nom, puisque je ne suis pas dans la logique de ceux-là qui suscitent ces candidatures à tous azimuts, pas parce que j'ai quelque chose contre ces intéressés dont on suscite la candidature, mais je pense que ce n'est pas trop rendre aussi service à ces personnalités dont ils sont en train d'appeler la candidature, parce que dans le même temps, ces personnes sont appelées à être concentrées, puisque le chef de l'État a eu à le dire lors d'une intervention il y a quelques semaines, que les gens, parmi ceux dont ils sont en train d'appeler la candidature, surtout celui autour duquel il y a beaucoup de tapage, qu'il l'aide beaucoup dans l'exercice de son pouvoir, quand bien même il n'est pas au Conseil des ministres. Alors, est-ce qu'on peut s'amuser à dire que ce sont des ballons d'essai qui sont lancés pour voir comment quel écho cela aura dans le rang des populations? C'est vrai que moi je ne suis pas dans l'indiscrétion de ceux-là dont on suscite la candidature tous azimuts, à gauche, à droite, un peu partout, et c'est devenu une messe, pas de dimanche, mais de tous les samedis ou bien de tous les week-ends. Moi, je n'empêche personne à susciter la candidature de qui ou de quoi. Mais le problème, c'est quoi? C'est de savoir que à 3 ans encore de la fin du mandat, nous avons besoin de nous concentrer sur l'essentiel. Et si le chef de l'État est allé jusqu'à dire que telle personne, c'est un ami, et il faut noter qu'il m'aide beaucoup dans tout ce que je fais,
je pense que c'est un signal fort. Parce que c'est un monsieur qui ne parle pas comme on sait. Mais quand moi je l'ai entendu, quand j'ai vu l'élément passer, j'ai dit, ben, bon, est-ce que les Béninois sont en train de comprendre le langage du chef de l'État? C'est pour dire... Vous faites des jeux de mots, justement, pour aller dans ce sens, on peut vous comprendre. Alors, on va évoluer dans le débat. Hein. Si vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut rester dans la même dynamique après 2026, vous avez en face une opposition qui se construit de jour en jour. Une opposition qui, à la faveur des législatives dernières, a confirmé que désormais rien ne peut se faire sans elle. Alors, quelle est la stratégie qui doit être utilisée pour véritablement inverser la tendance, puisque, qu'on le veuille ou non, l'opposition aujourd'hui a une place dans le débat politique. Ce n'est plus comme les 5 dernières les 5 années du premier mandat du chef de l'État, où, par exemple, l'Assemblée était acquise complètement à sa cause. Moi, je pense que cet aspect de la chose, moi, je ne le vois pas négativement. Parce que, en tant qu'acteur politique, ça n'a jamais été de joie que nous ayons à l'Assemblée des courants qui ne sont pas contredits. Donc, depuis les dernières élections législatives où nous avions vu les organisations de l'opposition, les partis de l'opposition, en l'occurrence les démocrates, participer avec joie et engouement à ces élections, et ils se sont en sortis avec un nombre de députés, 8 députés, pas des moindres. Je les félicite au passage, et je dis, pour notre démocratie, nous avions besoin des deux tendances. Bon, maintenant, chacun est en train de faire de son mieux pour qu'en 2026, il puisse être présent sur la scène. Donc, moi, je ne suis pas du tout craintif de ce que l'opposition soit en train de s'organiser. C'est de bon ton que l'opposition s'organise, puisque il n'y a pas de démocratie unisens. La démocratie, c'est la voix de la majorité et de la minorité. La majorité qui prime sur la minorité. Mais quand on dit minorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre courant. C'est pourquoi on parle de minorité. Que cette minorité soit appelée opposition ou soit appelée mouvance, c'est que la démocratie, pour qu'elle puisse exister de fait, il faut que les courants soient diversifiés. Donc moi, je suis de ceux-là qui pensent que nous avons même le devoir, nous acteurs politiques, de tout faire pour que ça ne soit jamais un courant qui ait la possibilité de prendre des décisions dans le pays. Donc pour moi, c'est de bonne guerre que l'opposition soit en train de s'activer pour 2026. Donc autant aussi au niveau de la mouvance, on s'active aussi. Nous amorçons la descente, puisque nous commençons à égrener les dernières minutes de cette émission. On va parler, comme annoncé par Franck en introduction, de la situation dans la sous-région. 4 coups d'État, Mali, Guinée, Burkina Faso et tout récemment le Niger, comme vous le savez depuis quelques jours. Vous pensez que les États de la CEDEAO, notamment le Bénin, doivent être des observateurs passifs, ou est-ce que vous pensez que l'implication toute active actuelle que nous constatons est la meilleure posture? D'abord, il faut déjà comprendre quelle est un peu la source, quelle est un peu la cause de ces derniers coups d'État dont vous avez fait référence. Le Burkina, Guinée, Mali et en plus le Niger. Oui. Le contexte de ces coups d'État n'est pas le même que dans les années passées, dans les décennies passées. Il y a un vent de panafricanisme qui a commencé par souffler sur la plupart des pays africains et surtout les pays en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Qui est quoi? C'est que la population, les populations africaines même, sont fatiguées
de l'implication des pays occidentaux dans la gestion de nos pays. Puisque aujourd'hui, tout Africain dit les indépendances que nous avions eues avec ces occidentaux, que une fois, plus que jamais, que ces indépendances soient traduites dans la réalité. La voie des armes est celle par excellence? La voie des armes, elle n'est pas celle par excellence, mais à l'impossible, je pense que rien n'est fait. Et quand on prend le cas de la plupart de ces pays, quand on suit un peu l'actualité, les coups d'État sont arrivés dans ces pays pas un matin, pas surprise. Tout le monde, dans chacun de ces pays où il y a eu coup d'État, il y avait déjà la psychose. Il y a une psychose qui précède ces coups d'État. Autant que ça, vous en avez observé véritablement au Niger. On a vu venir ce coup d'État-là. Moi, en tant qu'acteur politique et observateur de la vie sociopolitique au niveau de la sous-région, moi, j'ai vu venir. J'ai vu venir parce que au niveau de la classe politique au Niger, il y a eu des voix qui ont commencé un peu, même si ce n'est pas des voix fortes, des voix qui ont commencé tout doucement à se lever il y a un certain nombre de mois pour dire qu'on ne comprend pas pourquoi le terrorisme peut continuer à s'intensifier pendant que les Occidentaux sont venus installer leur base et ils sont avec nous dans le seul but de reculer le terrorisme. Donc, ils se disent, mais qui recule le terrorisme et qui enrichit le terrorisme. Donc, le jeu, à un moment donné, a commencé par ne pas être plus clair. Seulement que au niveau étatique, au niveau du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas eu de contradiction par rapport à Bazoum pour qu'il puisse se dire, ah, il y a quelque chose qui est en train de pointer. Et donc, c'est là où le ministère est resté. Et on sentait des choses venir parce que quand ça a commencé dans la zone du Sahel, le Burkina, le Mali, tout ça, tout le monde se disait, mais et ce qui a aussi amplifié la chose est que j'ai suivi un peu dans les informations de ces derniers temps, quand le Mali a renvoyé les troupes françaises, les négociations, ça, c'est pas caché. Les négociations ont commencé façon avec le Niger et moi j'ai eu, parce que je capte les chaînes un peu au niveau de la sous-région, il y a eu, la population a commencé par groyer pour dire mais ce que le Mali a refusé, c'est pas le Niger qui va prendre. Donc c'est cette frustration-là qui remonte et qui parfois crée ces genres de surprises. Alors, est-ce que la décision de la CEDEAO d'intervenir, de forcer la main aux militaires pour qu'ils laissent le pouvoir est une bonne solution? Est-ce que vous voyez le Bénin s'engager dans cette direction pour terminer? La CEDEAO est dans son rôle. En ce qui concerne le Bénin fait partie de la CEDEAO. Et quand c'est une décision d'ensemble, en tant que pays membre actif de la CEDEAO, nous ne devons pas nous désolidariser d'une décision qui est prise au sein d'une institution dont nous faisons activement partie. Mais il revient au Bénin, en tant que pays ayant un cordon ombilical avec le Niger, de réfléchir pour toujours chercher à ce que ce soit le dialogue qui prime sur l'utilisation de la force armée. Un mot pour ne pas conclure cette émission. Je vais remercier les téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention et pour remercier chers journalistes qui avaient opiné avec moi, M. William et M. Franck, et demander à toute la population du Bénin de rester serein. Pas de serrer les ceintures, mais de rester serein et d'être confiant.
et de se dire que le meilleur reste encore à venir, que tout n'est pas encore gâté. On peut encore sauver les meubles, puisque on s'y attelle tous les jours et le chef de l'État, le gouvernement et toutes les institutions de l'État l'accompagnent dans cette dynamique et je pense que on a de beaux jours devant nous. Merci à vous, Ghislain Guédégbé. Je rappelle, vous êtes acteur politique, président du RENOB, Réseau National Objectif Bénin 2026. Vous étiez notre invité dans Zone Franche de ce dimanche. Merci à vous, Franck. C'est la fin de cette émission. Merci à toute la partie technique. Vous connaissez les créneaux de rediffusion. On se retrouve dimanche prochain. Merci.